L'invité de la matinale. KTO Radio. Heureux de vous retrouver ce matin sur KTO Radio. Pour ne pas oublier ceux qui sont seuls à l'approche de Noël, eh bien, nous vous proposons ce matin de retrouver Isabelle Sénécal des Petits Frères des Pauvres. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle plaidoyer. On peut rappeler, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que les Petits Frères des Pauvres, ce n'est pas une congrégation religieuse, mais c'est une association non confessionnelle. 16 000 bénévoles engagés au quotidien auprès des personnes âgées les plus démunies. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire et l'engagement quotidien, en un bref mot, des Petits Frères des Pauvres ? Les Petits Frères des Pauvres, nous sommes une association créée il y a près de 80 ans, dont la mission dès le départ a été de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et on voit bien que l'évolution de la société, il y avait de l'isolement en 1946, mais il y a toujours de l'isolement en 2023 avec des modifications. La société a évolué, on bouge beaucoup plus, on est beaucoup plus mobile, donc ça peut amplifier cet isolement. Et en plus, il y a de plus en plus de personnes âgées, elles vivent de plus en plus longtemps, et on voit qu'il y a vraiment une rupture au niveau du lien social, du maintien du lien social à partir de l'arrivée dans le grand âge. On va revenir avec vous sur la question du contexte que l'on connaît aujourd'hui et des enjeux pour vous, mais encore un petit mot, en quoi la période de Noël pour vous est une période de grande mobilisation ? Alors, la mobilisation pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, elle est indispensable à Noël. Noël, c'est le symbole de la joie, du partage. Nous, les personnes qu'on accompagne sont isolées et vont passer Noël toutes seules. Et c'est difficile d'échapper à Noël, si je puis dire, parce que quand on va sortir dehors, on voit les décorations, les gens parlent de Noël, les gens vont dire je vais rejoindre ma famille. Et puis, il y a des personnes âgées qui sont toutes seules, qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de lien avec la famille, qui ne vont pas recevoir de cadeaux, qui ne vont pas en faire. Et c'est encore plus compliqué parce que là, elles ont vraiment l'impression de compter pour personne et avec un fort sentiment d'inutilité. C'est pour ça, bien évidemment, que nous, dès le départ de l'association, Noël a été un temps très, très fort de mobilisation parce que le but, c'est que les personnes âgées, même les plus isolées, même les plus fragilisées, elles aient un Noël. Ça, c'est vraiment primordial. Isabelle Sénécal, vous nous parliez là tout à l'heure de la fondation des Petits Frères des Pauvres en 1946. Quelle est au fond l'évolution aujourd'hui ? Quel regard vous portez sur le nombre de personnes isolées et âgées en France ? Alors, l'évolution, donc, d'une part, les évolutions sociétales qui sont en France et partout d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va plus vivre forcément à côté de ses proches âgés, on va aller s'installer un peu plus loin, voire même pour certains à l'autre bout du monde. Alors, on a des choses intéressantes comme le numérique. On va pouvoir rentrer en contact, par exemple, avec de la visio. On l'a vu depuis le Covid, ça a explosé. Et ça remplace pas, et je pense qu'on l'a tous vu aussi pendant les confinements, ça remplace pas le vrai contact en direct, de se voir, d'échanger des regards, de se prendre la main, ce genre de choses. C'est vraiment indispensable, le contact, le vrai contact en réel. Et puis, on est une société vieillissante, là aussi en France et ailleurs d'ailleurs, et donc les personnes âgées, il y en a de plus en plus. Et elles vivent de plus en plus longtemps, et on voit que nous ne sommes pas forcément prêts à cette arrivée massive de personnes du grand âge. Et au grand âge, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le conjoint va décéder, les amis du même âge pareil, les voisins du même âge pareil, les familles, elles travaillent, donc c'est compliqué, elles ne sont pas forcément en proximité, et puis on va moins sortir, on va par exemple arrêter de conduire, l'espace urbain n'est pas forcément adapté, et on voit que les personnes, au fur et à mesure, leur champ d'action, ça devient le domicile, et on a des personnes qui ne sortent plus, qui ne vont plus sortir, et qui voient personne ou quasiment personne. Vous allez jusqu'à parler de mort sociale pour plus d'un demi-million de personnes âgées. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors la mort sociale, c'est ne plus avoir de contact ou quasiment pas de contact, que ce soit avec sa famille, avec ses amis, avec les voisins ou bien les associations. Et en effet, on a compté 530 000 personnes en situation de mort sociale. Oui, on peut être mort socialement parce que on n'a plus de contact, on n'existe pour personne. Personne ne s'aperçoit qu'on est là. D'ailleurs, on a aussi alerté en début d'année, et on le fera à nouveau début 2024, sur la conséquence la plus terrible de la mort sociale, c'est la mort solitaire, à savoir, c'est toujours dans les rubriques faits divers, encore un drame de la solitude, où des personnes âgées sont décédées chez elles, toutes seules, et on s'en aperçoit des semaines, des mois, voire des années après. Parmi les valeurs fondamentales qui guident vos actions figure le respect de la valeur unique et irremplaçable de chaque personne humaine, la dignité de tout homme et de toute femme, la liberté, et puis la fraternité et la fidélité. Est-ce que ces valeurs sont pour vous, à vos yeux, aujourd'hui en danger? C'est une bonne question. Est-ce qu'elles sont en danger? Je pense que on l'a vu pendant la période, pendant les crises sanitaires, la période Covid, on a eu un regain justement de fraternité. C'est un joli mot, souvent dévoyé. C'est quand même la troisième composante de la République. C'est penser aux autres, être ensemble. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Il y a eu un vrai élan de solidarité avec les personnes les plus fragiles, malgré tout ce qu'on aurait pu entendre, voilà, avec des gens qui ont été s'inquiéter de leurs voisins âgés. Et en fait, la vie a repris son cours. Je pense qu'on se laisse déborder par notre rythme trépidant. Et il faudrait revenir un petit peu à l'éloge de la lenteur, prendre le temps d'échanger avec l'autre, ne serait-ce quand on est chez soi, avec ses voisins, parce que déjà, c'est énorme. On a l'impression que c'est pas grand-chose d'aller échanger quelques mots avec sa voisine ou son voisin âgé, mais en fait, on peut se dire, mais je suis peut-être la seule personne qui va lui parler de la journée. Et Mhm. aussi, je pense qu'on peut se projeter sur ce qu'on va devenir. Vieillir est une chance. Donc, en général, les personnes qui vieillissent et qui arrivent à des âges très, très avancés, c'est qu'elles ont parcouru le chemin de vie sans trop d'encombre. Et je pense que c'est aussi ce qui va nous arriver, en tout cas, j'espère. Et se demander, est-ce que moi, j'aimerais que ça m'arrive? Parce que le vieux, la vieille de demain, c'est moi, c'est vous. Alors, à plus ou moins longue échéance, ça dépend de l'âge qu'on a. Mais il faut aussi aller se projeter là-dessus. Est-ce que moi, j'aimerais que ça m'arrive? Et en même temps, Isabelle, vous l'avez dit tout à l'heure, la réalité de la vie familiale, elle a évolué depuis votre fondation en 1946. On vit plus de la même manière, de manière intergénérationnelle dans un même foyer. Les modes de vie changent, la culture. On parle de plus d'individualisme. Et pourtant, je dirais, c'est pas pour autant qu'on veut mal faire. Comment s'en sortir? Comment tenir une boussole? Et comment retrouver les valeurs dont je parlais tout à l'heure que vous voulez promouvoir? Ben, je pense déjà ça commence par, comme j'ai dit, les petits gestes du quotidien. Après l'individualisme, nous, on a énormément de jeunes qui sont bénévoles, et ça c'est très très encourageant. On entend beaucoup parler de conflits entre générations, mais on voit bien que les jeunes qui viennent nous voir, ils ont envie de s'engager. Donc je pense que c'est vraiment déjà chacun à faire le petit geste. Après évidemment, il y a des associations comme nous qui vont proposer du bénévolat. Mais je pense que tout le monde a à être vigilant, et dans tout le monde, il y a les citoyens, mais il y a aussi les pouvoirs publics, il y a aussi les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national, mais bien évidemment aussi au niveau local, puisque c'est là que ça se passe, et c'est là que les pouvoirs publics peuvent intervenir. Vous parlez des pouvoirs publics. Il y a en ce moment en cours d'examen au Parlement une loi grand âge. Est-ce que cette loi, elle va dans le bon sens, et notamment autour de la refonte du système des services d'aide à domicile, ou encore à améliorer la qualité des services dans les EHPAD? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Alors, cette loi grand âge, on l'attend depuis 15 ans, je crois. C'est un petit peu l'Arlésienne, puisqu'elle avait été annoncée puis annulée depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, en fait. Donc, ça commence à dater un petit peu. Ce qu'on voit que là, il y a eu une stratégie du bien vieillir qui est sortie, et c'est là qu'a été annoncée la reprogrammation d'une loi. Ce qu'on voit sur cette stratégie, puisque la loi n'est pas encore, le texte de loi n'est pas encore paru,
on voit que les pouvoirs publics sont, si je prends la stratégie bien vieillir, attentifs au fait, et là c'est la première fois, c'est quelque chose d'intéressant, que ce qui concerne les personnes âgées, c'est pas que du social et du médico-social, ça va être du transport, ça va être de l'aménagement, voilà, il y a plein de choses. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après, on voit bien qu'ils sont un petit peu démunis au niveau que ce soit les EHPAD ou bien les services d'aide à domicile, ils sont indispensables. En plus, les personnes âgées, elles veulent vieillir à domicile. Il y a une crise des vocations, les conditions sont dures, donc il y a eu un peu de revalorisation de salaire, mais ça suffit pas. Donc là, on voit bien que les pouvoirs publics ne savent pas trop quoi faire. Donc on attend bien évidemment cette loi, mais le nerf de la guerre, c'est le financement. Et sans financement, ça va pas beaucoup évoluer. Donc on espère que les pouvoirs publics vont enfin s'apercevoir que le financement est vraiment primordial pour permettre d'être à l'écoute des personnes âgées et pour leur permettre de vieillir là où elles ont envie de vieillir, chez elles. Et donc pour vieillir chez elles le plus tard possible, eh bien en effet, il faut des moyens, que ce soit des moyens humains ou bien des moyens financiers. Et vous avez souligné également ce que les pouvoirs publics, entre guillemets, ne peuvent pas faire, c'est l'attention au sein même de nos familles, dans notre voisinage, cette relation et la qualité de cette relation personnelle. C'est une invitation là, à l'approche de Noël, de regarder, d'être attentif autour de soi. Ah oui, oui, tout à fait. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Heureusement, d'ailleurs, il ne faut pas compter que sur eux. C'est aussi des initiatives personnelles. Donc, bien évidemment, si on peut accueillir ses proches âgés, alors ça peut être compliqué parce qu'en effet, elles n'ont plus de voiture, elles ne vont pas sortir de chez elles. Donc, il faut trouver des solutions. Et puis, pour les personnes qui sont chez elles, qui ne veulent pas sortir, voilà, le voisinage, par exemple, on dit souvent que le voisinage, c'est un lien faible, mais en fait, il est hyper fort, parce que c'est des gens qu'on voit quasiment tous les jours. Nous, on a mis en place justement un kit qui s'appelle Chasseurs de solitude, qui est disponible sur notre site internet. C'est des petits conseils pour aller voir une personne âgée qu'on ne connaît pas, parce que c'est pas forcément facile d'aller toquer à la porte de ses voisins. Donc c'est des tout petits conseils, au moins voilà les 24, les 25, et si j'allais dire un bonjour, ou alors mettre une petite carte parce que je suis pas très à l'aise sous la porte. Voilà, c'est tous ces petits gestes qui sont essentiels, comme dire bonjour à la personne âgée qui habite au-dessus, lui proposer de traverser la rue. C'est vraiment, on s'en aperçoit pas, mais c'est ça aussi la fraternité. La fraternité, c'est le début de la fraternité, c'est des petits gestes d'attention vers l'autre. Isabelle Sénécal, une dernière question avant de nous quitter, parce que vous avez parlé tout à l'heure, au début de notre échange, sur la signification de Noël. Noël pour les chrétiens, c'est la fête de la Nativité, la naissance du Christ, dans l'humilité de la crèche. Vous l'avez dit, c'est une fête joyeuse. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens à Noël, vous qui œuvrez dans une association non confessionnelle auprès de ces personnes âgées isolées? Alors en effet, nous sommes une association non confessionnelle. Je pense que les valeurs d'humanité, de fraternité, elles sont pour tout le monde. Et donc forcément, qu'on ait une religion ou pas, la fraternité, l'humanité, l'amour de l'autre, on ne peut pas y échapper parce que c'est quand même ce qui fonde notre société et toutes les autres sociétés. Si on n'a plus de rapport aux autres, on n'a plus de société et on n'a plus de cohésion. Donc qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit juif, qu'on soit athée. Il y a d'autres religions, mais sinon je ne vais pas tous les citer. L'amour et l'attention à l'autre, on doit vraiment y faire attention parce que c'est ça qui fait ce que notre société doit être. Merci beaucoup Isabelle Sénécal d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle plaidoyer des petits frères des pauvres. Vous avez parlé des petits conseils pour, avant de visiter les personnes âgées autour de soi. Je rappelle votre site internet parce que ces petits conseils, on peut les retrouver sur votre site internet petitsfrèresdespauvres.fr. Merci infiniment aussi d'avoir rappelé aux chrétiens d'être des témoins authentiques de cette joie de Noël qu'ils s'apprêtent à vivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.